Donc, si nous voulons remonter à l'historique de la question, c'est celle de la création du Centre d'études nucléaires de Grenoble qui est importante. Cette création a une double origine. D'abord, du point de vue personnel, je m'étais intéressé au magnétisme. Au moment où j'ai débuté dans ce domaine-là, on connaissait le ferromagnétisme de Weiss, où à basse température, les aimants atomiques étaient dirigés parallèlement les uns aux autres. Par conséquent, du point de vue cristallographique, ça ne posait pas de problème. En 1938, alors, j'ai introduit la notion d'anti-ferromagnétisme, où cette fois-ci, à basse température, on a affaire à deux catégories de moments atomiques qui sont dirigés en sens inverse l'un de l'autre. Et du point de vue cristallographique, ça veut dire que la maille magnétique est différente de la maille cristalline ordinaire qu'on étudie par les rayons X. La maille magnétique, elle, n'est pas étudiable par les rayons X. Un peu plus tard, lorsque je suis arrivé à Grenoble, et en 1947, j'ai découvert une nouvelle catégorie de substances magnétiques qui sont les ferrimagnétiques, dont la magnétique est un des premiers exemples. Et là-dedans, à basse température, les aimants permanents, les aimants atomiques, sont partagés en deux catégories qui sont différentes au point de vue importance, tandis que dans les antiferromagnétiques, elles étaient égales. Et ceci aussi était intéressant à étudier et à vérifier, mais avec la cristallographie ordinaire, ce n'était pas possible. On s'est aperçu alors, à ce moment-là, avec les neutrons produits dans les réactions atomiques, ces neutrons étaient capables d'être utilisés pour faire une cristallographie différente de la cristallographie ordinaire, et dans laquelle, cette fois-ci, les moments magnétiques pouvaient être étudiés séparément, parce que les neutrons possèdent un moment magnétique. De sorte qu'un laboratoire de magnétisme important comme était le nôtre à Grenoble, il devenait indispensable de pouvoir faire de la diffraction neutronique. C'est alors qu'en 1949, j'ai appris que Smart et Schell avaient étudié le magnétisme à basse température de l'oxyde MnO antiferromagnétique et avaient découvert que la maille magnétique était bien celle que j'avais prévue théoriquement. Donc, dès ce moment-là, il semblait indispensable de pouvoir disposer de neutrons à Grenoble. Et pour avoir ces neutrons, il fallait naturellement avoir un réacteur nucléaire. D'autre part, je m'étais toujours intéressé à l'énergie atomique, depuis qu'en 1939, à Strasbourg, Joliot était venu nous exposer les beautés et les implications des réactions en chaîne. Et après la guerre, je me suis toujours demandé pourquoi l'EDF tardait tant à installer des réacteurs nucléaires de puissance. Et en attendant, comme je m'intéressais déjà beaucoup à l'Institut Polytechnique de Grenoble, j'avais projeté de faire une section spéciale pour la formation d'ingénieurs atomiques, spécialisés dans la construction des réacteurs civils de puissance. Pour former ces ingénieurs, il était indispensable de les entraîner sur un réacteur, sur une pile, comme on disait à cette époque-là. Et je suis entré en relation avec le commissariat, avec De Bies, qui dirigeait l'Institut national des sciences et techniques nucléaires à Saclay, pour voir dans quelles conditions on pourrait former ces ingénieurs en génie atomique à Grenoble et leur donner les moyens d'expérimenter au moyen d'une petite pile universitaire. Les premières négociations furent amicales, que De Bies appartenait à l'Éducation nationale, c'était un ancien inspecteur général.
Mais d'un certain côté, il n'était pas très favorable à la décentralisation en province d'un enseignement nucléaire. Alors il y a eu quelques accrochages, mais enfin, ça avait l'air de marcher assez bien. Mais sur ces entrefaites, il s'est produit quelque chose de nouveau. C'était l'extension du commissariat qui, à cette époque, était vivement encouragé par le gouvernement. C'était le moment où on a créé le centre d'études nucléaires de l'IMEI et au moment où la DAM, la direction des applications militaires, a commencé à se développer. Pour ces applications, tant civiles que militaires, le commissariat avait besoin d'un centre supplémentaire de recherche. Il allait naturellement l'implanter dans la région parisienne, comme l'IMEI l'avait été fait. Mais la DATAR, l'aménagement du territoire, a mis le holà et a demandé que le commissariat se décentralise en province. Et Francis Perrin, qui était à ce moment-là haut commissaire à l'énergie atomique, a pensé qu'il fallait mettre ce nouveau centre d'études, auprès d'une université active. Le choix n'était pas très grand. À Lyon, par exemple, là, jamais le milieu industriel lyonnais ne s'était intéressé à l'université et on ne pouvait rien espérer de ce côté-là. Il y avait Strasbourg, qui était un bon candidat potentiel, mais Strasbourg était vraiment trop près de la frontière pour les activités sensibles du commissariat. Il y avait Toulouse, qui était un concurrent redoutable, car Bière était proche des milieux toulousains, et ministre de l'Éducation nationale. Et enfin, il y avait Grenoble. Du point de vue universitaire, Grenoble avait beaucoup d'atouts parce que la physique commençait à y être très développée avec le laboratoire d'électrostatique et de physique du métal que je dirigeais et qui avait beaucoup de spécialités qui intéressaient directement le commissariat, comme les basses températures avec Veil, comme l'électrostatique et les hautes tensions avec Félicie. Et d'autre part, en dehors de ce laboratoire du CNRS, il y avait un laboratoire de chimie très actif avec Traînard et Andrieux. Du point de vue hydraulique, il y avait un laboratoire important avec Fortier à l'Institut Polytechnique. Donc les industriels grenoblois s'intéressaient beaucoup au commissariat réciproquement. En plus, les écoles d'ingénieurs de Grenoble donnaient une source de recrutement de jeunes ingénieurs de valeur qui également intéressaient le commissariat. Nous avions aussi la proximité d'autres sites du commissariat où c'était déjà implanté, comme à Marcoule, Cadarache. Il y avait la proximité du Centre européen de recherche nucléaire, le CERN. Il y avait donc beaucoup d'atouts en faveur de Grenoble. La municipalité s'y intéressait beaucoup, en particulier le maire Léon Martin, du moment que ça ne lui coûtait rien, il était tout à fait d'accord. Et puis, en dernier lieu, il y avait tout de même l'agrément du site, parce que Grenoble est au milieu de montagnes et possède beaucoup d'atouts, surtout pour les jeunes ingénieurs. C'est dans ces conditions que le 1er janvier 1956, on a créé le centre d'études nucléaires, créé par Guillaume et Francis Perrin, avec un réacteur atomique qui était Mélusine, un réacteur de l'ordre de 1 MW, ce qui me satisfaisait beaucoup parce que si nous avions mis un réacteur universitaire, ça aurait été un petit réacteur de 500 kW, de 50 kW ou 100 kW au maximum. Également étaient prévus des accélérateurs et un effectif total de 250 personnes. Il a démarré très rapidement, ça a marché très bien.
on avait pu avoir un recrutement de qualité, notamment grâce à De La Palme, qui était mon directeur adjoint, et qui avait d'excellentes relations avec ses camarades, en particulier tous ceux de l'école navale, qui ont fourni un recrutement de qualité. Mais l'usine a divergé très rapidement et nous avons pu faire, avec l'aide de Berthaud, qui était notre cristalographe éminent, avec son aide, s'est développé un laboratoire de diffraction neutronique. Ce qui fait que très rapidement, au bout de quelques années, l'usine s'est développée et a même été saturée. Il a fallu envisager la construction d'un second réacteur qui fut siloé et dans lequel notamment, à côté de la diffraction des neutrons, on a pu développer des irradiations de corps magnétiques et étudier le comportement des corps sous des flux de radiation intenses, ce qui était indispensable pour le développement des réacteurs civils.